Gisèle, bon après-midi à toi. On parle de l'armée ici, donc tu es le bienvenu ici. Voilà, donc nous sommes déjà à peu près 25 personnes en ligne. Je crois que je veux pas vous retenir plus longtemps que prévu. Oui, je vais très bien, Emmanuel. Merci une fois de plus d'être là avec moi. Ici, je vais, lors de mes 2 dernières communications, je vous ai déjà présenté un peu l'organisation territoriale de l'armée camerounaise. Je vous ai parlé à peu près des forces, des faiblesses, enfin, un tout petit peu des moyens qu'ils utilisent et surtout leur dispersion territoriale. Ici, je vais continuer un tout petit peu pour vous permettre d'avoir une vision un peu plus claire de la chose, de ce qu'il est question ici. Je vais parler à peu près je vais parler aujourd'hui du commandement de cette organisation-là, c'est-à-dire je vais parler de l'état-major des armées, je vais parler de l'état-major de l'armée des terres, je vais parler de l'état-major de l'armée de l'air, je vais parler de l'état-major de la marine. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de l'état-major, on voit à la tête de ça, c'est un chef d'état-major et qui a pour adjoint dans le contexte, dans l'organisation de l'armée camerounaise, il a pour adjoint ce qu'on appelle généralement un major général. Pour tous ceux qui... Bon, enfin, attendez que j'arrête un peu cette chanson-ci, c'est en arrière-plan, c'est pas agréable, y compris pour moi. Vous avez tous été habitués au Cameroun pendant plusieurs décennies de la paire Semengue-Nganso, quand cette paire elle était indissociable, c'est-à-dire que voilà, vous avez à la tête ce qu'on appelle le chef d'état-major des armées. On avait celui qui fut en son temps le général d'armée Semengue et qui était secondé. Ça a commencé d'abord par le sous-chef d'état-major. En son temps, voilà, c'était l'appellation qui avait cours en ce moment-là. Le sous-chef d'état-major, c'était Nganso. Bon. Depuis 2001, l'appellation sous-chef d'état-major a disparu, a cédé place à ce qu'on appelle major général. Donc, vous entendez major général, c'est généralement, on va dire, le commandant en second de l'état-major. Donc, ici, si on revient à ce qui nous concerne ici, à la tête, vous voyez, on va toujours parler du chef suprême des armées, c'est-à-dire que le commandant-in-chief, par exemple aux États-Unis, le chef suprême des armées au Cameroun, il a un nom que j'aime pas prononcer, mais bon, puisque il occupe ses fonctions de fait, c'est Paul Biya, c'est le président de la République. Voilà, tout le monde le connaît, Paul Biya, le chef suprême des armées. Et tout de suite en dessous de lui, on a le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, qui est Betty Assomo. Donc Paul Biya, Betty Assomo, voilà la chaîne hiérarchique. Et maintenant, quand on parle de l'organisation opérationnelle, quand on quitte de la structure politique, parce que c'est le politique, vous savez tous que dans l'armée est soumise aux politiques. C'est une invention, c'est une création française, bon, pas seulement, presque dans tous les pays. C'est comme ça, pour pouvoir éviter que du fait de leur puissance, de leur force, de la force qui est mise à leur disposition de par l'existence même, pour éviter qu'il y ait abus de ce côté-là, cette force est contrôlée et soumise à l'autorité soumise à l'autorité civile et politique. Donc quand on quitte de la structure politique, Paul Biya, Betty Assomo, on en vient maintenant à l'organisation dite opérationnelle des forces. On a l'état-major des armées. Il ne faut pas croire que l'état-major des armées, les différents états-majors sont soumis à l'état-major des armées. C'est juste qu'en cas de crise, l'état-major des armées prend sous son commandement toutes les forces opérationnelles et a la charge de la conduite des opérations des opérations sur le terrain. Mais dans la vie de tous les jours, l'état-major se prépare à ça et chaque armée
ici l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine, a son propre état-major. Il n'y a pas de dépendance hiérarchique entre le chef d'état-major des armées et ces trois différents états-majors-là. Donc, eux tous, ils dépendent, ils sont soumis au ministre de la Défense. Bon, dans ce cas-ci, le ministre délégué. Bon, on a l'état-major des armées à sa tête. Celui qui est responsable de cette structure, c'est le général de corps d'armée, Meka, René Claude. Vous savez tous que c'est un monsieur vieillissant, aveugle, il ne voit plus. Mais c'est toujours lui qui est, il est à la tête de cette structure-là depuis 2001. Ça fait exactement 20 ans. Quand il arrivait, le prétexte était qu'il fallait rajeunir les forces en ce moment qu'on avait fait passer Semengue en deuxième section. Oui. Non, Semengue avait pris, était passé contrôleur général des armées. Nganso était parti avec lui à l'inspection générale des armées. Bon, quelques années plus tard, ils ont été mis en deuxième section. Quand vous entendez deuxième section, pour les généraux, c'est en fait la retraite. Ils sont plus au service actif. Ils sont en retraite. Mais dans leur jargon, on dit général deuxième section. Donc, vous avez René Claude Meka. Je n'ai pas besoin de vous dire quelle est sa tribu. Vous savez, il est du sud, il est boulot. Il est secondé par le général de division Tchemo Mare Hector. Bon, Tchemo, si je me trompe pas, il doit venir des hauts plateaux de Baham. Celui qui seconde Meka, en fait, celui qui seconde Meka. Quand on s'en va maintenant à la marine, à l'état, je vais aller dans l'ordre protocolaire. Dans l'ordre protocolaire, après l'état-major des armées, je dis ici c'est ordre protocolaire, ce n'est pas un certain ordre hiérarchique. On a maintenant l'armée de terre, qui est la première des armées au Cameroun. C'est pour ça que dans l'ordre, on commence toujours par l'armée de terre. L'armée de terre, à sa tête, c'est le général de division Baba Soulé. Baba Soulé, vraiment que ceux qui me suivent me pardonnent, je n'ai pas été préparé, je ne suis pas allé regarder exactement de quel coin il vient, mais il me semble qu'il doit être de l'extrême nord, Baba Soulé. Il est secondé par, ici maintenant, le major général de l'armée de terre, c'est le colonel Kemenye Léandre Emmanuel. On va dire, voilà, c'est lui l'adjoint de Baba Soulé. Après l'armée de terre, on a l'armée de l'air, toujours dans l'ordre protocolaire. Dans l'armée de l'air, celui qui le commande, c'est le général de brigade aérienne, abrégé GBA. Comme vous voyez, GBA, c'est général de brigade aérienne. C'est Momha. Momha, il est Bassa puissant. Voilà, c'est lui qui commande l'armée de l'air. À la surprise générale, tout le monde voyait un autre Bassa à sa tête, mais bon, c'est lui qui a pu passer, général, et qui a pris la tête de cette armée. Le Bassa qui était pressenti pour prendre la tête de cette armée-là, c'était Moabel, le grand frère de l'autre que vous connaissez. Le major général de l'armée de l'air, c'est le colonel Yanou Richard. Yanou Richard, voilà... pour mon ami Kamwa La Panthère qui est dans ce live, Yanou, c'est quelqu'un d'Indé. Voilà, on va dire que c'est un Bamanté. Il est major général de l'armée de l'air. Après l'armée de l'air, nous avons la marine. La marine, à sa tête, le contre-amiral Mendois Jean. Mendois, c'est aussi quelqu'un du sud, un boulot. Il a été pendant plusieurs années commandant de la garde présidentielle. Il est parti de là, début justement en 2001, il est parti de la garde présidentielle avec le grade de général pour aller prendre le commandement de la marine. Donc depuis une vingtaine d'années, c'est lui qui est à la tête de cette structure. Et si les choses persistent telles qu'elles sont au Cameroun, c'est Mendois Jean qui est programmé pour prendre la tête de l'armée après Meka. Donc voilà, c'est Mendois, c'est lui qui est pressenti pour remplacer Meka. Meka, je ne vais pas vous le rappeler, 86 ans aveugle,
Mendoa n'en est pas, il a à peine, quoi, 14 ans plus jeune, sans plus. Mais il est déjà aussi au-dessus de, il est déjà dans les 72 ou 114 ans. Je n'ai pas bien regardé l'âge de Mendoa Jean. Mais je vous dis, si tout persiste, si tout reste en l'état, Paul Biya, mourant, incapable de se lever, mais qui, dit-on, est toujours à la tête du pays. Si tout reste comme ça, c'est Mendoa Jean qui prendra la relève de Meka René Claude. Et comme major général à la marine, nous avons ce qu'on appelle le capitaine de vaisseau. Capitaine de vaisseau, c'est l'équivalent de colonel, hein, mais à la marine, on appelle ça capitaine de vaisseau. Le capitaine de vaisseau Kenfa Ndormo Emmanuel. Il est de Tchang. Je n'ai pas besoin de le dire quand vous avez Kenfa, voilà, ou bien Ndormo, c'est forcément de la mémoire, de Tchang plus précisément. Qu'est-ce que nous voyons donc? Nous avons, si nous prenons les 4 états-majors, on va dire le commandement est plus ou moins diversifié dans ces 4 états-majors. On a 50% des postes sont occupés par les Boulous, le sud Cameroun. On a le nord, quand je parle ici, c'est le nord, je vais dire l'Adamawa, le nord et l'extrême nord. Le grand nord qui a 25% du commandement, le général de division Baba Soulé. Et enfin, on a aussi le littoral qui occupe les 25% restants. Donc ici, c'est le général de brigade aérienne Momha. À la surprise générale, si vous avez bien constaté, 100% des postes d'adjoints sont occupés par les gens de l'Ouest. 100%. Quand on regarde d'abord à l'état-major des armées, le général de division Tchemo, on va à l'armée de terre, nous avons Kemenye Leandre. Nous allons à l'armée de l'air, nous avons Yanou Richard, le colonel Yanou Richard, et à la marine, nous avons le capitaine de vaisseau Kenfa Ndormo. Voilà. Vous savez tous que Paul Biya, il a une vision très ethno-tribale, ethnocentrique de la gestion des affaires du pays. Et on en vient à se demander, mais pourquoi est-ce qu'il peut, pourquoi est-ce que 100% des postes en second dans les armées peuvent être occupés par les gens du même tribu. Si c'était les Boulous, ça aurait été évident, bah oui, voilà, on est ici dans une logique, dans la même logique, c'est la logique de domination, de prédation et de contrôle absolu de pouvoir. Mais c'est quand même intriguant de voir que tous les adjoints des états-majors sont de l'Ouest Cameroun. C'est intriguant. Moi, je suis resté, je dis que mais qu'est-ce qui se passe? C'est dans la logique de gestion du pouvoir de l'homme Biya, c'est difficile de comprendre. C'est difficile de comprendre. J'ai un peu essayé de dire, de regarder le cursus de tous ces personnages-là. Et non, je ne vais pas dire qu'ils sont particulièrement brillants, plus brillants que les autres, y compris les Boulous même. Ils ne sont pas particulièrement plus brillants. Yanou Richard, il est de l'armée de l'air, c'est un pilote. Mais la dernière fois que, de mémoire, hein, je l'ai vu toucher, il est pilote, voilà, toucher un avion, piloté. Ça remonte au début des années 98. C'est pas quelqu'un d'opérationnel. C'est plutôt un homme d'affaires comme la plupart d'entre eux. C'est un vendeur de voitures. Il vend des voitures d'occasion. C'est pas forcément des gens plus brillants. C'est pas des gens exceptionnellement brillants. Kenfa Ndormo, lui, quand vous regardez à la marine, Mendoa, c'est pas quelqu'un c'est pas un marin en fait. Il est sorti de l'EMIA. L'EMIA ne forme pas les gens de la marine, mais il a été recruté à la marine. Il a eu un matricule de la marine. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans l'effectif des marins. Mais il n'est pas
dans le métier, c'est pas un marin, il n'a pas de spécialité marine. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé, il a passé l'essentiel de sa carrière à la garde présidentielle, d'abord on va dire à la DSP, garde présidentielle, et il est sorti du palais pour aller prendre la tête de la marine. Donc on va dire que s'il faut parler de l'organisation, on peut trouver un certain mérite d'avoir un adjoint qui soit du métier, qui comprend le fonctionnement de la marine et qui peut parler de l'organisation, de la projection des forces, des moyens nécessaires et tout ça. Bon. Mais pourquoi Kéménié Léante? Encore, excusez-moi, pourquoi qu'un fac normaux à la marine? Je dis, il n'est pas le plus brillant des marins. Et ce n'est pas essentiellement ceux qui sont du corps du métier de la marine. Ils ne sont pas essentiellement bamileke. Mais pourquoi est-ce que Paul Biya, il a choisi d'avoir tous les adjoints des états-majors comme étant des gens de l'Ouest Cameroun? Bon. On peut réfléchir là-dessus ensemble. Je dis, j'ai essayé un peu, comme je vous disais tantôt, j'essaie un peu de voir le profil, j'ai essayé de me renseigner auprès des gens que je connais au pays, pourquoi cela. Il y a certains qui disent que ouais, là, bon, encore, je dis, c'est purement fantasmé ici. Des gens qui doivent trouver des aptitudes particulières, des aptitudes spéciales pour combler les faiblesses de leur chef. Mais, je dis encore, ces aptitudes-là, on peut les trouver dans n'importe quelle autre ethnie au Cameroun. Pourquoi est-ce que Paul Biya a décidé de faire des Bamileke les sous-chefs de toutes les administrations militaires au Cameroun? Tchémo Marie-Hector, Baham. Après, vous êtes surpris de voir qu'à Bahama, on ne marche pas. À Bahama, on ne marche pas. Si vous regardez, vous regardez un peu pour tous ceux qui sont dans l'administration camerounaise, les gens qui détestent le plus Maurice Kamto comme homme politique, comme celui qui ambitionne à être président du Cameroun, ce sont les Bamileke d'origine Baham qui sont dans l'administration publique au Cameroun. Prenez n'importe lequel. Ils détestent sincèrement Maurice Kamto. Bon, je dis encore, c'est une espèce de brainstorming en live que je suis en train de faire ici pour essayer avec vous de trouver un peu des clés de déchiffrement de cette réalité-là. Qu'est-ce qui fait que dans le commandement, on a 100% des postes qui sont occupés par les Bamileke. Quand je parle ici des postes, je dis c'est le poste de major général. Le poste de major général, c'est l'adjoint chef d'état-major des armées. Pourquoi est-ce que 100% de ces postes-là sont occupés par les Bamileke? Pourquoi est-ce qu'ils sont occupés par les Bamileke? Bon, il ne faut pas que cette présentation soit trompeuse. Ce n'est pas parce qu'ils sont à ce niveau-là qu'on peut dire qu'ils ont des pouvoirs, qu'ils ont un quelconque pouvoir. Je le dis pour avoir côtoyé le général Ganso au moment où il occupait le même poste. C'était un poste de garage. Généralement, quand vous allez, pour tous ceux qui vont au ministère de la Défense, je sais pas, c'est un peu lointain pour moi. Quand vous arrivez, on vous affecte à ce bâtiment qui est derrière la salle de conférence d'état-major. C'est, oui, dès qu'on traversait la DAR, tout de suite à droite, là derrière, il y avait un bâtiment qu'on appelait ce bâtiment-là, c'était le bâtiment Ganso. Quand vous étiez affecté dans ce bâtiment, vous savez que c'était un bâtiment de garage. Vous ne servez à rien, c'est que vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir. Bon. Voilà un peu la réalité. Des postes de figurants qui vous donnent l'illusion de pouvoir pour ceux qui sont de loin. On dit que, ben voilà, non, l'homme, il n'y a pas du tout de tribalisme, vous vous plaignez, vous avez tous les postes, mais je vous dis, dans la réalité, ce sont des postes vides, il n'y a rien derrière. Le major général, je vous dis, le général de division Tchémo, il n'a aucun pouvoir. Il ne peut même pas décider d'affecter son... Il ne peut pas trouver
vous regardez celui qui est son aide de camp, le porte-fagnon, comme on appelle, c'est l'appellation désignée. Chimo, il n'a aucun pouvoir sur son porte-fagnon, quand bien même c'est son frère de l'Ouest. Il ne peut pas décider de l'affecter, lui trouver un poste, entre guillemets, juteux, comme on dit dans l'armée, se mettre à l'ombre. Non, il n'a aucun pouvoir. C'est essentiellement de la figuration. Je vous ai donné l'exemple ici de celui qui occupait ce poste avant lui. Je vous ai parlé quand il était aujourd'hui il est décédé, hein, quand il était encore commandant de la deuxième région militaire, de la troisième région militaire basée à Garoua. La rencontre que j'ai eue avec lui, comment moi, sergent en ce moment-là, il me prend lui, général. C'était au général Samambo, pour ceux qui cherchent le nom. Il était des Bamboutos. Il me prend moi, sergent. Bon, Bamileke peut-être comme, pas peut-être, Bamileke comme lui, mais venant de Yaoundé pour une mission, c'est où il me dit, sergent, s'il vous plaît, retournez à Yaoundé pour essayer de faire passer ce dossier pour moi. J'ai dit, tout général qu'il était, aucun pouvoir, rien, pas du tout. Il est descendu dans la même dimension, on l'a affecté, il était major général de l'armée, il est décédé à ce poste-là, toujours sans pouvoir. Qu'est-ce que je vais dire, il y a encore quoi d'autre dessus. Je côtoyais Nganso, voilà, il fallait faire comme on suivait le dossier. Donc, j'avais un dossier, il fallait le suivre, et on me dit que ça passait par Nganso. Je suis allé voir Nganso. Nganso lui m'a dit qu'il ne peut rien, il ne pouvait rien, il n'a pas de pouvoir, Donc, c'est ça, tous ces, que ce soit Kenfak à la marine, que ce soit Yanou à l'armée de terre, à l'armée de l'air, ou Kemenye à l'armée de terre, ils sont à la tête, ils occupent des postes honorifiques en fait. Donc sans pouvoir, que ce soit administratif, financier ou bien opérationnel, ils n'ont aucun contrôle. Bon, je sais pas. Comme je vous ai dit tantôt, c'était un exercice de brainstorming. J'essaie de trouver une raison. Qui fait sens. Pourquoi est-ce que toutes ces personnes-là sont de l'Ouest Cameroun? Je donne des pistes de réflexion. Je ne suis pas en train de dire que ce qui est, c'est la réalité. Je ne suis pas en train de dire que ce qui est, ce que je dis, soit vrai, mais j'essaie juste de présenter les éléments pour que tous ensemble, on essaie de trouver une réponse fiable. Qu'est-ce qui a conduit l'homme bien à confier ces responsabilités-là à des gens qu'il redoute le plus lui-même? Bon. Si on continue à être un peu plus, à descendre maintenant un peu plus bas au niveau opérationnel, ceux qui tiennent effectivement détenteurs de l'âme, détenteurs de la puissance, vous allez voir que dès qu'on commence à descendre maintenant au niveau des responsables des unités militaires, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Que ce soit la GP, que ce soit, je dis, tous les commandements, je vous ai parlé des brigades d'infanterie motorisées, je vous ai parlé des chefs de section militaire, je vous ai parlé un peu même de l'armée de l'air. Vous regardez, il n'y en a pas. Bon. Le commandant de la base aérienne 301 à Garoua, oui, c'est Bamileke. Mais, bon, bref, c'est quelque chose qui me dépasse. Quand on va mettre ça dans le contexte de la gestion tribale, c'est quand même un peu intriguant. C'est difficile à comprendre. Pourquoi, en fait, il y en a beaucoup à des postes de responsabilité si élevés. Même si c'est purement figuratif. Pourquoi essentiellement les Bamileke à ce poste-là? Pourquoi? Je vous dis 100% des postes d'état-major, des adjoints de ces postes-là sont Bamileke. Et ça dit que Paul Biya n'est pas tribal.
C'est très naïf de dire de répondre par l'affirmatif à cette question-là. C'est très naïf parce que quand vous vivez la réalité, les populations qui veulent la réalité de l'exercice du pouvoir militaire au Cameroun doivent vous dire que ce soit les commandants de brigade, c'est là où ça commence, les commissaires de police, ces inspecteurs de police, tous ceux qui ont la puissance répressive. Vous allez vous renseigner, vous allez voir qu'ils viennent essentiellement de la même région, le centre-sud, pour ne pas nommer ces régions-là. Mais maintenant, quand on arrive dans les bureaux à Yaoundé, vous allez voir, je vous dis, vous allez à l'état-major de l'armée de terre, vous serez surpris que le patron des lieux soit Bamileke. Vous allez à l'armée de l'air, même chose, le patron des lieux, il est Bamileke. La marine, Kenfap, il est Bamileke. Je ne sais pas qui est en train de demander, qui veut participer. Bon, s'il est de l'armée, je le prendrai. Bon, je ne sais pas, quelle que soit la personne, je ne sais pas qui veut participer. Mais s'il a une grille de lecture assez claire, assez illustrative, je veux dire les clés de déchiffrement de cette réalité-là, je le prendrai volontiers dans ce live-ci. Mais c'est quelque chose qui est avant d'eux et quand même intriguant. Quand même intriguant. Parce que sortons, quand on s'en va, oui, on va dire, le président de la République, il est Fambeti, le secrétaire général de la présidence est Fambeti, le directeur du cabinet civil, il est Fambeti, le ministre de la Défense, il est Fambeti, le patron de la police, il est Fambeti, le patron de la gendarmerie, il est Fambeti. Voilà toute la chaîne répressive que je viens de présenter là. Voilà toute la chaîne répressive. Mais encore, j'essaie de comprendre. Je n'ai pas de réponse suffisamment claire là-dessus. Bon, est-ce pour une manière de pouvoir diluer les responsabilités, pour pouvoir dire en fin de compte que nous sommes tous coupables? C'est possible. C'est possible. Je vous dis, tous ces Bamileke qui occupent ces postes-là, ils ne sont pas... Pour voir que j'ai eu à côtoyer quelques-uns d'entre eux, ils ne sont pas femmes. Je vous ai dit, Yann Richard, par exemple, il a passé toute sa carrière à vendre les véhicules d'occasion. Depuis que je l'ai connu dans l'armée de l'air, c'était son business, quoi. Il utilisait la tenue pour aller pour s'exercer à ce métier-là. Non, je ne connais pas une quelconque compétence particulière qui le prédispose à être plus adapté à ce poste-là qu'une autre personne d'une autre tribu au Cameroun. Mais Paul Biya a voulu que tous les chefs d'état-major adjoints des armées soient Bamileke. C'est sa logique à lui de gestion du pouvoir. Voilà, c'est un fait que j'ai voulu partager avec vous pour que tous ensemble, tout ce que je suis en train de faire ici, là, c'est pourquoi on essaie un peu de voir toujours qu'est-ce que nous pouvons faire, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce qu'il est possible d'entreprendre pour pouvoir neutraliser ce système-là. C'est dans ce sens-là que je le dis, que je présente tout ceci. Ce n'est pas parler pour parler, ce n'est pas parler dans le vide. Enfin, peut-être je parle dans le vide, mais l'idée qu'il y a derrière, quand je me lève, je dis que je veux tourner, je vais mettre ma caméra en marche pour communiquer avec vous, c'est pour vous présenter ces réalités-là, pour qu'ensemble nous essayons un peu de voir ce qui est possible de faire. Par où on peut passer pour essayer d'atteindre nos objectifs. Non, je dis tout de suite, c'est pas parce que Tchemo, vous voyez que vous avez Tchemo et Baham, que vous allez l'appeler pour dire qu'on fait comment. Non, il ne vous prendra même pas au téléphone. Non, il ne veut pas. Il se croit être l'homme le plus épié de la terre. Donc, il fait tout pour démontrer sa fidélité au système, en s'éloignant au maximum de tout ce qui pourrait être, ce qui pourrait prêter à confusion. C'est-à-dire que si on associe Tchemo à Ngassam, ça peut être dangereux pour lui. Donc, ne croyez pas que je vais appeler, je vais essayer de lui écrire, il va me répondre, il ne me répondra jamais.
Il ne me répondra jamais. Ce sont des trucs qu'on fait que Paul Biya, en organisant, et, rien qu'en regardant ces statistiques, il est difficile de dire que Paul Biya est tribaliste. En regardant ces statistiques, je vous dis 100% de ces postes-là sont entre les mains de Bamileke. 100% de ces postes sont entre les mains de Bamileke. Quel est le message que Paul Biya veut nous faire passer? Quel est le message? Je dis, j'ai perdu des cheveux en essayant de comprendre ça. Et j'en perds toujours parce que tous les jours, je dis que c'est quand même fou. C'est quand même fou. Au niveau des états-majors, je vous dis 50% des postes sont entre les mains des bolos. On a 25% au nord, 25% au littoral, mais tous les adjoints, 100% des adjoints sont tous Bamileke. Allez-y comprendre quelque chose. Allez-y comprendre quelque chose. Moi, j'y comprends rien du tout. Bon, voilà. Laissons cela, on va passer au deuxième sujet ici, qui est celui des fonds Covid. Des fonds Covid et des fonds de la CAN 2019. Paul Biya, ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans que Paul Biya n'a plus apparu publiquement. Paul Biya, il est, je veux dire, dans l'exercice, dans un exercice opérationnel, Paul Biya, il est complètement disqualifié. Il est complètement disqualifié. C'est pas quelqu'un qui peut tenir une opération. C'est pas quelqu'un qui peut conduire une armée. C'est pas quelqu'un qui peut. Il est complètement inopérant. Si on veut rester toujours dans le domaine opérationnel, je dis avec vous ici là que Paul Biya, il est un homme mort. Il est mort dans la mesure où il est complètement inactif. Il est complètement absent. Il est complètement invisible. Il a perdu toute réalité avec l'exercice du pouvoir, surtout dans le domaine militaire. Ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vu. Ça fait des choses inédites. Des promotions de l'EMIA. Depuis que ces pays existent, là, depuis 1961 que les promotions de l'EMIA, on a commencé à produire des promotions à l'EMIA. Elles ont toujours été elles ont toujours été présidées par celui qu'on appelle affectueusement le chef suprême des armées, par le président de la République. Mais Paul Biya, pour une fois, il est venu dire que non. Il est Alain Gep. Je vous ai dit que d'un point de vue opérationnel, parce que je parle toujours ici en rapport avec l'armée, d'un point de vue strictement opérationnel, même stratégique, parce qu'on va toujours dire que l'idée politique vient, et puis maintenant les militaires transforment cette idée politique en idée stratégique et puis opérationnelle par la suite. Il n'est plus en mesure de donner une certaine direction à l'armée camerounaise aujourd'hui. Comme je disais tantôt, même présider l'EMIA, il en est incapable de sortir de l'EMIA, il en est incapable. Le 20 mai, qui est l'illustration ultime de l'attachement, du raffermissement des liens, on va dire des liens armée-nation, tout ça est passé par perte et profit. Parce que Paul Biya, il est, d'un point de vue strictement opérationnel, il est mort. On ne peut pas se lever, l'armée ne peut pas se lever et rendre les honneurs à quelqu'un qui est allongé. Oui, c'est exactement ça. Il n'est plus en capacité. Il n'est plus en capacité de faire quoi que ce soit. Il n'est pas en capacité de diriger. Il n'est pas en capacité de donner des ordres. Il n'est pas en capacité de pouvoir mettre cette armée en mouvement. Bon, je disais que ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vu. Et pour nous, les Camerounais, on sent qu'on commence à être habitué à ça. On se dit que c'est normal. Il est comme ça. Il est paresseux. Il est feignant. Mais les symboles même de ce qu'ils appellent la République en train d'être
en train d'être piétiné par cet homme-là. Il est en train d'être piétiné. Et je vous le dis encore, tout ce que j'ai dit ici, ne vous y méprenez pas, c'est pour vous donner la pleine information pour que vous-même vous puissiez décider de ce qu'il y a lieu de faire. Vous avez peur de sortir pour marcher parce que vous dites que voilà, vous avez toujours l'impression, l'illusion de puissance de Paul Biya. Vous avez l'illusion de puissance de son armée. Il vous a montré qu'il est un homme, hyper puissant, un homme très fort, ce qui fait que tout le monde a peur. Mais je vous dis que dans la réalité aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et c'est pour ça que je vais vous parler des fonds Cannes 2019 et Covid. Beaucoup dans l'imagerie populaire aujourd'hui, c'est pas juste une vue de l'esprit. Tous les gestionnaires des deniers publics au Cameroun sont des rapaces. La preuve de leur cupidité n'est plus à démontrer ici. Ok? Dès qu'il y a 1 centime qui entre dans les caisses, le premier réflexe, c'est de les détourner, mettre à l'abri dans leur compte personnel. Mais ce que je veux dire ici, là, ça va un peu surprendre beaucoup d'entre vous, pour vous dire que les fonds Covid et les fonds Cannes 2019 ont été entièrement mis à la disposition du fonctionnement de l'État camerounais et tout principalement de l'armée camerounaise. C'est-à-dire que c'est des fonds qui ont été détournés de leur mission initiale pour aller vers une autre mission qui est plus importante pour les tenants du pouvoir au Cameroun, qui est cette mission de domination, cette mission de répression, cette mission de coercition à travers les armées. Qu'est-ce qu'il en est ici là? Si vous regardez un peu partout, on va dire que l'armée camerounaise, c'est à peu près 50 000 hommes. Aujourd'hui, d'un point de vue opérationnel, ok, il y en a 20 000 qui sont tous les jours déployés dans les régions anglophones et dans la partie septentrionale du Cameroun pour combattre ce que le pouvoir camerounais qualifie de terrorisme. Ça fait 20 000 hommes par jour qu'il faut entretenir. Le salaire le plus bas dans l'armée camerounaise, le salaire le plus bas quand vous êtes soldat de deuxième classe, ce qu'on appelle la 100 gallons, c'est 37 000 francs CFA. Quand on dit 37 000 francs CFA, ce n'est pas le salaire brut, hein, c'est le net à percevoir. Quand vous partez toucher votre fiche de paye, après toutes les déductions, ce qui vous reste à percevoir, c'est de l'ordre de 37 000 francs CFA. Surtout pour ceux qui sont déployés à Yaoundé ou à Douala, c'est impossible de vivre avec ces 37 000 francs. Donc, voilà les guerres qui ont été suscitées au nord-ouest et sud-ouest. À côté de ça, il y a une guerre qui est subite dans la partie septentrionale du Cameroun. Je dis, toutes ces guerres, celles suscitées et subites, tout ça réuni demande environ 20 000 hommes à entretenir chaque jour. Je passe pas, parce que guerre ou pas guerre, chaque soldat, comme employé, il a besoin, il doit être rémunéré. Donc, c'est un employé de l'État, ils ont le salaire. Mais juste pour faire face à cette guerre, pour les envoyer sur le terrain, chaque personne qui est déployée sur le terrain, vraiment de soldats jusqu'au... tout n'importe quel soldat, de ces 20 000 personnes, chaque personne reçoit par jour 2 000 francs de prime d'alimentation, comme s'ils n'étaient pas déjà nourris. Et ils reçoivent, en sus de ça, 1 000 francs de prime de risque. Ça fait 3 000 francs CFA par jour pour chaque soldat qui est déployé sur le terrain. Nord-ouest, sud-ouest et l'extrême nord. Par 20 000. Vous voyez déjà ce que ça représente comme charge journalière pour cet État-là. C'est un État qui est à bout de souffle. Donc quand les gens sortent, ils disent qu'ils ont peur de marcher parce qu'on va les faire, parce qu'on va les tuer. Bon, vu de loin, ça m'amuse un peu. Les gars vont dire que oui, toi tu es confortablement installé au Canada, tu ne risques rien, pourquoi tu ne viens pas faire la guerre? Pourquoi tu ne viens pas marcher avec nous? Mais faites déjà la preuve que vous pouvez marcher, moi je viendrai vous suivre. En passant, je n'ai pas de problème d'eau, je n'ai pas de problème de lumière, je n'ai pas
je dis, pour faire court, j'ai pas faim. Non, j'ai pas faim. J'ai accès aux frais, aux soins de santé, sans débourser le monde. Tout mon rêve, c'est que ce que je bénéficie ici soit aussi accessible aux gens au Cameroun. C'est pour ça que je suis debout pour dire aux gens que ce que vous vivez au Cameroun est absolument dégueulasse, répugnant. Et vous devez tous vous lever pour dire que c'est pas vous aspirez à quelque chose de meilleur. Vous avez droit à quelque chose de meilleur. Donc quand on reste, on dit qu'on a peur parce qu'on reste toujours dans l'illusion de puissance qui nous a été projetée quand on voit encore le 20 mai. Encore tous ces véhicules militaires que vous voyez le 20 mai, ils sont repeints dans la semaine qui précède le 20 mai, dans la semaine du 20 mai là. C'est là où on repeint ces militaires. Vous allez tous au quartier général parce que c'est là-bas où ces matériels sont stockés. Vous allez à la base aérienne de Yaoundé. Vous allez voir ce qu'on fait la veille du 20 mai. Vous allez voir ce qu'on fait la veille du 20 mai. On essaye par tous les moyens de mettre ces équipements en état de marche. Pour l'essentiel, ils ne sont pas du tout opérants. Donc, voilà. Je vous dis donc que face à ces charges-là, je ne sais pas, je vois Déborah qui me dit que ça fait 126 000 au mois. Non, je dis, chaque soldat, c'est 3 000 francs par jour, multiplié par 30, ça fait 90 000 francs. Si je sais encore calculer, ça fait 90 000 francs supplémentaires. Maintenant, il faut prendre ces 90 000 là, vous multipliez par 20 000 pour voir juste en termes d'entretien des forces ce que l'État a besoin. Ce qui fait donc quoi? L'intention initiale d'organiser la CAN, elle était là, ils sont partis cœur vaillant qu'ils allaient le faire. Ils allaient pouvoir y arriver. Cet argent-là était l'essentiel de cet argent. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de détournement. L'essentiel de cet argent a été mis à la disposition, a été mis pour les besoins de l'effort de guerre. Même chose pour les fonds Covid. Dès qu'on a eu les 185 milliards, c'est la manne inespérée. Tout ça a été mis à la disposition de l'effort de guerre. Ce pouvoir, il est à genoux. Il est à genoux. Et ça fait à peu près 1 an que je dis, il faut encore que pour ceux qui refusent parce qu'ils prétextent qu'ils sont fonctionnaires, ils sont militaires, ils sont gendarmes, ils sont policiers, pour ceux qui continuent toujours à vivre dans l'illusion que ce qu'ils voient là est éternel, non. Les moyens qu'ils ont ce sont pour l'essentiel asséchés. Le Cameroun aujourd'hui, pour pouvoir faire face à ses besoins de fonctionnement, doit faire recours à la dette. Quelque chose qui n'est pas du tout tenable. Pas du tout. Donc, je vous dis, les 3 000 milliards de la CAN sont partis ont été mis à la disposition de la guerre au nord-ouest, au sud-ouest et dans la partie septentrionale du Cameroun. Les 185 milliards du Covid, même chose, voilà la même destination qui a été prise. C'est pour ça que vous allez voir, oh, mais comment Paul Biya, c'est un démon. Oui, c'est un démon. C'est loin de mon propos ici de dire que non, Paul Biya, c'est un démon. Il est même pire que le démon. Comment on peut détourner 3 000 milliards, la CAF nous retire la canne, mais quand même, il arrive quand même à faire le premier responsable de ce projet-là, il arrive à en faire, comment on dit, il a été promu, oui. Il en fait ministre de l'État. Non, c'est pas possible. Comment il a pu détourner? Non, parce que Paul Biya connaît la réalité. L'argent qui était mis à la disposition qui était prévu pour la CAN a été réorienté à la guerre. Vous savez ça, qu'on tue, qu'on massacre les populations dans ces régions-là, c'est ça qui donne. Vous voyez un soldat qui touche 36 000 francs CFA. Quand vous l'envoyez au nord-ouest, au sud-ouest, il a 90 000 francs en plus de salaire par mois sur son salaire. C'est 3 fois son salaire. Il y va à cœur joie, mais vous voyez les abus ici, les abus que vous voyez que nous vivons tous les jours, les maisons incendiées, la gâchette facile, c'est les réflexes des hommes qui ont peur.
qui n'ont pas été préparés, c'est les gens qui s'en vont, oui, je m'en vais juste pour m'enrichir et puis je reviens. Bah oui, Stéphane, si tu ne connais pas, oui, j'ai cette qualité-là. J'ai cette qualité. Ils s'en vont donc. Je dis que ça, c'est les réflexes des hommes qui ont peur, des hommes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas été préparés et essentiellement des mercenaires. C'est des mercenaires qu'on envoie combattre dans ces régions-là. Voilà, oui, c'est bien ça, Déborah. Ça fait, on passe de 36 000 à 126 000 francs CFA. Merci pour le calcul. Il faut juste dire que les 90 000 francs n'avaient jamais été budgétisés. Ça fait 90 000 par 20 000 par 90 000 par 20 000 fois 12. Voilà ce que ça donne comme besoin pour l'État. Les charges supplémentaires. Déjà même que sans la guerre, c'était déjà difficile. En plus de la guerre maintenant, voilà, tout ce qui entre dans les caisses de l'État, le premier objectif c'est on paye les fonctionnaires, on paye les mercenaires que nous avons envoyés sur tous les fonds de guerre. Tout ça pour la gloire du chef inexistant, mort pour certains. Et on se donne toujours l'illusion que le pays est gouverné. Le pays est gouverné ici par un esprit purement de mercenaires, d'un esprit de mercenariat. Comment il s'appelle, Ngongo? Je ne lui reconnais aucun mérite. C'est un bandit, j'en conviens avec vous. Mais l'argent, ce qu'on lui prête, puisque Paul Biya sait que Ngongo n'a pas détourné 3 000 milliards, c'est pour ça qu'il est devenu ministre d'État. Ngongo a exécuté fidèlement les ordres qui lui avaient été transmis, qui étaient d'entretenir les militaires qui sont au front de guerre. De les entretenir. Vous voyez aujourd'hui le cinéma, on vous dit que Maouda Manachi, il a détourné les fonds Covid, il y a un audit. Non, c'est un prétexte. C'est un prétexte parce que ceux qui ont fourni ce fonds ont demandé un peu de compte. Le FMI a demandé que voilà, on vous a donné 185 milliards, qu'en avez-vous fait? Il faut trouver des victimes. On ne va pas leur dire qu'on a pris ça pour aller faire la guerre, pour aller tuer les populations au nord-ouest et au sud-ouest. On a pris cet argent pour entretenir ceux qui tuent au nord-ouest et au sud-ouest. Ceux qui ont, s'il faut chercher là où cet argent est parti, c'est à ces personnes-là qu'il faut demander des comptes. C'est à l'armée camerounaise qu'il faut demander des comptes. Pourquoi vous avez pris l'argent qui ne vous appartenait pas pour commettre ces exactions? Ceux qui ont détourné l'argent de la CAN, ceux qui ont détourné l'argent de Covid, c'est eux qui détournent. Tout ce qui se passe aujourd'hui, quand on entend que ce détournement massif-là, c'est essentiellement du fait de la guerre au Cameroun. Voilà la réalité. Voilà la réalité qu'il y a. J'étais en train de dire ici là qu'il y a à peu près 1 an que je vous annonçais, j'annonçais qu'il devait y avoir une baisse des salaires au Cameroun et qui, cette fois-ci, n'aura rien de celle qu'on a connue en 1994, où dans l'imagerie populaire, les hommes en tenue avaient été préservés. Maintenant, ça va être une baisse générale. Tout le monde sera touché, y compris les militaires, les policiers, les gendarmes, tous ces gens qui excellent dans la répression du peuple camerounais. Eux-mêmes, ils seront touchés. Vous voyez donc que du fait de la guerre suscitée au nord-ouest et au sud-ouest, aujourd'hui, on a l'avenir de tout un pays qui est complètement compromise. Elle est compromise, en fait, ce qui fait de ça, je dis, comme circonstance aggravante ici, c'est l'inaction des victimes. On se dit que mais, nous marchons sur la tête là. Comment nous pouvons nous-mêmes accepter que des choses pareilles nous arrivent? Qu'est-ce qui est plus important dans ces circonstances-ci? C'est la peur, c'est le souci de voir ces enfants grandir, ou bien il est plus important qu'on se garantisse que l'avenir de nos enfants n'est pas compromis. Ils sont promis un avenir meilleur que le nôtre.
Plus on reste inactif, plus nous coulons, plus nous coulons. L'armée camerounaise, elle ne tient à rien du tout. Ok? Je dis qu'en termes de puissance, en termes de capacité opérationnelle, elle est à bout de souffle. Vraiment à bout de souffle. Bon, vous pouvez dire ici là que je vous ai parlé d'armée à 2 vitesses, la garde présidentielle, le BI et le reste de l'armée. Quand je parle ici de l'armée, je parle plus du reste de l'armée. L'essentiel des 50 000 hommes qui constituent ces forces-là. C'est des gens qui n'ont aucun moyen. Vous avez vu une vidéo qui a fait abondamment le tour des réseaux sociaux. Un exercice de déminage en zone anglophone. Vous avez vu les moyens rudimentaires qui ont été utilisés pour neutraliser cette bombe artisanale. C'est parce qu'ils n'ont pas la capacité, déjà la connaissance, et n'ont pas les moyens pour pouvoir faire autrement. Et c'est essentiellement le paraître dans tout ce qu'ils font. On va donner l'illusion de pouvoir. On va vouloir que les populations gardent ça en mémoire, qu'ils ont affaire à un monstre indestructible. Non, il n'est pas indestructible. Je vous dis encore, de mon point de vue, de l'analyse que j'en fais, je dis, vous mettez 10 000 personnes déterminées dans les rues de Yaoundé et Douala aujourd'hui, ce pouvoir s'écroule. Ce pouvoir s'écroule avec 10 000 personnes dans les rues de Yaoundé et Douala. Sans avoir besoin d'autre chose. Parce que je vous dis, d'un point de vue opérationnel, ils sont à bout de souffle, ils n'en peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens pour faire face. C'est pour ça qu'il faut intimider. Vous avez bien vu, quand vous regardez le déploiement qui a été fait le 22 septembre 2020, qu'est-ce qu'on vous a montré comme moyen de répression? On a fait des parades. Vous donnez l'impression qu'on est fort, mais c'était... Quand je regardais ce qui se passait dans la ville de Douala, c'est 3 véhicules qui circulaient dans toute la ville. Vous voyez un véhicule aujourd'hui à Dedo, demain vous le voyez à Akwa, vous voyez un peu partout. C'est le même véhicule. Ils n'en ont pas plus que ça. Mais ces 3 véhicules arrivent à neutraliser une population de 5 millions. Cette chute, cette descente aux enfers, on a beau reprocher tout à Paul Biya. Cette descente aux enfers, elle était rendue possible par notre inaction. C'est-à-dire que, pour être plus simple, on a été complice de cette descente aux enfers-là. Il n'y a absolument rien qui justifie que quelques véhicules militaires, quelques policiers arrivent à neutraliser, je dis quand même quelques véhicules militaires. On avait dans la ville de Douala le 20 septembre 2020, ils avaient ramassé ça, ils avaient fait venir ça, tous les moyens de répression, ils avaient ramené ça à Douala. 3 canons en haut. Pour 3 canons en haut, 5 millions de personnes n'arrivent pas à sortir dans la rue. 3 canons en haut. Les véhicules légers d'intervention de la police, je vous dis qu'il y en avait 5. Et c'est ce qu'ils ont de mieux. Qu'est-ce que je dis encore? Je n'arrive pas à comprendre. Je veux juste dire que je vous présente les moyens. Je vous présente les moyens de l'armée. Je vous parle de leur organisation. Je vous parle de leur structure. Je vous parle de leur organisation, que ce soit d'un point de vue opérationnel ou bien même stratégique, pour vous montrer qu'il n'y a rien. Absolument rien du tout. Absolument rien. Une fois de plus, 10 000 personnes dans la ville de Yaoundé. 10 000 personnes. Ils restent dans la rue pendant 3 jours pour bien ce pouvoir-là s'écroule comme un château de cartes. Comme un château de cartes. Et tout connaissant cette réalité-là, le travail des tenants du pouvoir actuel, c'est projeter, c'est se concentrer sur vos consciences. Vous donnez l'illusion qu'ils sont forts. Vous donnez l'illusion qu'ils sont forts. Vous donnez l'illusion qu'ils contrôlent, alors qu'en réalité, ils ne contrôlent rien, ils ne sont maîtres de rien du tout. Vous avez vu en plein 20 mai à Yaoundé, le jour où on va dire que toutes les caméras du monde entier, c'est comme un peu le jour du mariage d'une femme. Elle apparaît sur ses plus beaux atouts. Elle est là, elle est non seulement pour son futur époux, la plus belle femme du monde,
Mais dans sa tête, elle est effectivement la peuple. C'est son jour. S'il y a un seul jour sur terre, c'est ce jour-là pour elle. C'est la même chose pour l'État du Cameroun. S'il y a un seul jour pour cet État-là, c'est le 20 mai. Mais vous avez vu, ce 20 mai-là, le véhicule de Paul Biya en panne, en train d'être poussé par des hommes. Le 20 mai. C'est juste pour vous faire comprendre que derrière ce matraquage médiatique, derrière ces militaires qui jouent le Rambo tous les jours devant vous, qui sautent, qui font des pérouleux, qui tuent leurs femmes, qui vous violentent, qui font ceci, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens. Ils ne peuvent pas. Donc, 38 ans, 40 ans de Paul Biya, 40 ans de descente aux enfers, cela n'a été rendu possible qu'avec notre complicité. Ça fait 2 ans, Paul Biya, il est mourant, il ne peut plus. Mettez même une marche d'escalier, il ne peut plus gravir aujourd'hui. Ça fait 2 ans que personne ne l'a vu en mouvement au Cameroun. En mouvement. Mais personne, ça ne choque personne. On trouve ça banal, on trouve ça normal. On nous dit que le 20 mai, il n'y aura pas de 20 mai, faute de Covid. Tout le monde trouve ça normal. Et on se dit République. On se dit République. C'est, comme quelqu'un a dit, c'est ce qui a condamné ici, ce n'est pas la méchanceté des dirigeants, mais c'est plutôt l'inaction des justes. Face à ça, qu'est-ce que nous avons fait? 20 mai 2020, ça n'a pas eu lieu. 20 mai 2021, ça n'a pas eu lieu. À quand vous allez voir Paul Biya? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous réclamez, vous dites que oui, c'est lui, j'admets même qu'il est communément admis que vous vouliez que Paul Biya reste au pouvoir aussi longtemps qu'il veut. Mais si vous avez accepté cela, réclamez-lui au moins des signes de gestion, des signes de vie. Les signes de vie, une fois de plus, ça n'a rien à voir avec la signature des décrets. Ça n'a rien à voir avec les on-dit. Que Ngongo dit que sur instruction de Paul Biya, on a fait ceci. Sharon Dongo dit que sur instruction de Paul Biya, on a fait ça. C'est pas ça. C'est pas ça les signes de vie. Le signe de vie, c'est de montrer, même dans sa vie de tous les jours. Je lui ai partagé sur ma page Facebook dernièrement les images de la reine d'Angleterre, 94 ans, pour éviter, pour ne pas laisser cours à la suspicion sur ses capacités physiques. Tout le monde l'a vu à cheval. Tout le monde l'a vu à cheval. Mais Paul Biya, on le voit où il est où. Il n'existe nulle part. Et pour faire dans la prose, il est mort. Parce que celui qui ne vit pas, celui qu'on ne voit pas, celui qui ne bouge pas, il est mort. Il est mort. Et tous les jours, nous voyons nos compatriotes, surtout ceux qui sont au premier plan, victimes de cette incapacité à gouverner là. Ils sont résignés. Ils rient, ils en rigolent. C'est normal que Paul Biya soit président. C'est normal qu'on ne le voie pas. C'est normal qu'il n'y ait pas de 20 mai. C'est normal qu'il ne préside pas la fête les sorties de l'ENIA. C'est normal qu'il y ait même pour le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il ne soit pas là. C'est normal qu'il ne voit pas. C'est normal qu'il soit couché. C'est normal qu'il soit existant. C'est normal que nous souffrons. On banalise cela. On banalise. Et à la fin, on se plaint. On se plaint. C'est quelque chose... Bon, j'ai des gens avec qui je travaille ici qui m'ont dit que, bon, avant d'entreprendre quoi que ce soit au Cameroun, il est important que nous commandions une étude psychologique sur les populations camerounaises. Pourquoi, face à tout ce qui y a de révoltant, d'humiliant en tant que population, en tant qu'individu, pourquoi malgré tout ça, les Camerounais sont s'en accommodent au tribalisme possible, la cupidité possible, ou bien autre chose.
On essaie tous de comprendre parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure sur l'organisation de l'armée, 100% des postes bamileke. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une misère absolue? Proportion, on ne peut pas, c'est difficile de quantifier le niveau de misère au Cameroun, mais à l'observation, tout le monde voit que ça atteint des proportions ou bien des profondeurs assez désespérées. Pourquoi malgré cela, ces populations sont si calmes? Ces populations sont si résignées? Bon, voilà. C'est des pistes de réflexion. On essaie toujours de travailler dessus, on essaie de comprendre, on essaie d'incorporer cela dans toutes les stratégies qu'on peut être amené à utiliser. Mais il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de ça. Vous avez aujourd'hui, même si vous montez une colonne de rebelles entre les guillemets, vous commencez à entrer dans un village au Cameroun, vous allez voir, vous serez pourchassé par les populations locales. Vous serez pourchassé par les populations locales. Pourquoi? Parce que elles ne veulent aucun problème avec Yaoundé. Quel que soit le coin, je vous dis, à Bamanté, regardez encore les gens qui sont allés livrer Rosan Genjimeni, encore qu'elle n'était pas en situation de rébellion. Regardez. Ceux qui sont allés la livrer. Si vous venez aujourd'hui à Bamanté, vous dites que voilà, vous cherchez un refuge comme rampe de lancement d'une campagne vers Yaoundé. C'est les populations locales qui vont aller vous livrer. Alors que vous êtes en train de prendre des risques au niveau humain, au niveau matériel, que vous compromettez tout ce que vous avez en espérant libérer le plus grand nombre. Mais je dis, vous essayez de le faire aujourd'hui, vous allez voir. Vous allez voir. Et ça n'a rien à voir avec l'Ombia. C'est mon point de vue. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'Ombia. C'est plus nous, les Camerounais, qui avons des problèmes. Qui avons un problème, je ne sais pas. C'est pour ça que l'idée de la psychanalyse de ce peuple-là se pose. 40 ans, il n'y a pas eu un seul mois d'arrière de salaire. C'est un peu mérité. Oui, il n'y a pas eu un seul mois d'arrière de salaire. Cela, je vous dis justement, c'est là l'essentiel des efforts du gouvernement camerounais, c'est de faire fonctionner. Si on prend le budget, c'est pour le consommer. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'arrière de salaire. Mais vous dites que les caisses sont vides. Et d'ici là, bientôt, tous les salaires seront encore réduits. Il y a eu la réduction en 94, on croyait qu'on était déjà au bout. On ne pouvait s'attendre qu'à remonter. Mais aujourd'hui, ça va être encore réduit. C'est une réalité. La guerre est venue mettre cet État-là complètement à genoux. Complètement. Avant, ils fléchissaient, ils avaient un genou qui était fléchi. On attendait que cela se relève, mais tous les deux genoux sont complètement à terre aujourd'hui. Complètement. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'illusion à se faire là-dessus. C'est ceux qui restent, qui se disent que ça va rester comme ça serait éternel. Ils vivent dans un monde complètement illusoire. Et mon rôle ici, c'est de vous révéler ces réalités-là. C'est de vous révéler ces réalités. Chacun fait ce qu'il veut faire. Mais au moins, vous ne pouvez pas dire qu'on n'était pas prévenu. Vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas prévenu. Quand je regarde, vous discutez avec n'importe quel militaire aujourd'hui au Cameroun, pour eux c'est normal, il n'y a rien, c'est normal qu'il n'y ait pas de 20 mai. Mais est-ce que vous savez ce que veut dire le 20 mai? Voilà, merci Déborah d'avoir porté la contradiction à Thomson. Il y a des personnes qui réclament leur salaire depuis plusieurs mois sur Equinox. Bon, je ne suis pas cette réalité-là au jour le jour, c'est pour ça que il m'est difficile de pouvoir en parler, mais je suis au niveau un peu, je vous donne l'information, je ne vais pas dire
à accès privilégié. Je vous révèle certaines réalités au Cameroun. L'armée camerounaise, elle est à genoux, comme ce pays-là. Il n'y a pas de moyens. Bon, bref. C'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous ai dit ce que j'ai fait. Je ne crois pas que moi-même j'en ai tiré un quelconque enseignement. Je n'avais pas d'enseignement. J'avais plutôt une information à livrer. Même pas une information à livrer parce qu'elle est disponible sur la place publique. Mais c'est de mettre ça bout à bout pour essayer d'en tirer un enseignement que j'ai essayé. Ça fait une semaine que je suis bloqué là-dessus. Je me dis que mais pourquoi 100% de ces postes, pourquoi tous ces postes-ci sont occupés par les Bamileke? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ça me semble de comprendre cela que je dis. Bon, enfin, je suis toujours dans cet exercice de compréhension. Qu'est-ce qui fait que tous les postes d'état-major, les seconds sont occupés par les Bamileke? Et nous tous, nous savons comment est-ce que Paul Biya et cette administration-là détestent ce peuple. Pourquoi, de ce côté-là, on les trouve des mérites particuliers? C'est ça qui a été le prétexte de mon live. Et puis, le sujet de fonds Covid, les fonds de la CAN 2019. Quand on reste dans la spéculation, on crie, oui, Paul Biya est voleur. Ces ministres sont voleurs. Ça ne nous apporte rien au point de vue opérationnel et stratégique. Ce n'est pas parce qu'on va crier qu'ils sont voleurs que les populations vont sortir. La preuve, ça fait depuis 40 ans qu'on crie aux voleurs et continue à voler. Mais si maintenant on vous dit que non, cet argent-là n'a pas été volé, je vous dis l'argent de la CAN n'a pas été volé, l'argent de la CAN a été mis à disposition de l'armée pour tuer les populations au nord et au sud-ouest, ça change la dynamique. Ça change le discours. Ça veut dire que ce n'est pas un discours. Je ne suis pas en train de discourir ici. Je vous parle de la réalité. Cet argent-là, pourquoi? Voilà, les 3 000 milliards de la CAN, on devait construire des stades, on devait construire des routes, on devait construire des hôpitaux, on devait faire un peu d'aménagement urbain pour accueillir la CAN. Pourquoi tout cet argent-là s'est volatilisé? Non, il n'y a pas eu de détournement, on n'a pas volé. C'est les militaires qui ont pris cet argent-là pour aller tuer au nord-ouest, au sud-ouest. Ils vivent de ça. 3 000 francs par jour, 90 000 francs par mois pour chaque soldat qui est déployé au nord-ouest, au sud-ouest et à l'extrême nord du pays. Ça fait 90 000 francs, 90 000 francs par mois, multiplié par 20 000 personnes qui sont sur le terrain et vous avez à peu près le décor. Et quand je parle de 20 000 personnes, je suis juste ici au niveau de l'armée. La police, tous les policiers qui sont déployés dans ces zones, ils ont droit aux mêmes émoluments. Les forces de gendarmerie déployées dans ces zones-là, ils ont droit aux mêmes émoluments. Donc, quand vous calculez, vous voyez que ça donne des montants astronomiques qui ne sont pas à la portée de ce pouvoir-là. C'est pour ça que chaque centime, quelle que soit la provenance qui entre dans les caisses, le premier réflexe, c'est de se retourner et de mettre ça à disposition de l'armée pour qu'ils font la guerre. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce que Thomas est en train d'insister que tous les salaires sont payés. Peut-être de sa position, il a une vue globale sur tous les salariés de l'État camerounais. Mais moi-même, de mes propres yeux, j'ai vu quelques gens d'université réclamer des primes. J'ai vu des gens dans des hôpitaux aussi faire pareil. Donc, je ne sais pas. Bon, ça m'échappe. Je vous dis donc que cet État étant à genoux, au point de vue financier, chaque centime qui entre dans les caisses, le premier réflexe, la première destination, avant même qu'on ne paye les salaires, est-ce qu'on a de quoi faire face à la guerre que nous avons suscitée au nord-ouest et au sud-ouest? Est-ce que nous avons de quoi faire face à la guerre que nous subissons à l'extrême nord du pays? Une fois de plus, c'est 90 000 francs par soldat, par jour, par soldat, pour faire face à ces deux guerres. Une troisième guerre au Cameroun, vous allez voir ce château de cartes-là s'écrouler devant vous. Une manière aussi de voir ce château de cartes s'écrouler, et la plus simple, c'est de mettre 10 000 personnes dans les rues de Yaoundé-Douala. 10 000 personnes en 3 jours, ce pouvoir s'écroule. Ça ne demande aucun moyen.
Ça demande juste un peu de bonne volonté. Des gens qui disent qu'ils sont prêts enfin à s'assumer, pas à se rebeller, à s'assumer juste. À s'assumer. Vous mettez 10 000 personnes dans les rues de Yaoundé-Douala, 3 jours, ce pouvoir s'écroule. 3 jours. Même la France ne pourra rien. C'est essentiellement quand je sors ici, je viens parler ici, c'est avec un seul but. C'est de faire tomber ce régime. Et c'est une ambition qui m'anime en permanence. J'essaie de trouver le chemin emprunté pour atteindre cet objectif-là. C'est ce qui m'anime chaque jour. Donc quand je fais une sortie, ne vous méprenez pas sur ma sortie, ne vous trouvez pas une autre connotation, une autre définition, une autre orientation. Ce n'est que celle-là, c'est de faire tomber ce régime. Ce n'est que faire tomber ce régime. Je ne me suis jamais caché. Et bon, voilà. Je vais mettre fin à ce live à ce niveau-ci. Je crois que le message que vous voulez faire passer, il est passé. Ce régime, il n'a pas de moyens pour faire face à un trouble additionnel dans ce pays-là. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le leadership, il est inexistant. Tous ceux que vous prenez, je vais vous donner même, je vais tester la nominatif. Vous prenez Ngongo, vous prenez Meka, René Claude, vous prenez Betty Assomo. Voilà à peu près, on va dire que dans la chaîne de répression, voilà les 3 personnes clés dans ce pays. Vous demandez quelle est la dernière fois qu'ils ont vu Paul Biya. Je dis que la dernière fois qu'ils ont vu, ils n'ont pas vu Paul Biya. Quand vous voyez les autres, quand vous voyez maintenant aujourd'hui, même on dit sur instruction de la présidence, du président de la République, personne n'y croit. Le leadership, il est inexistant. C'est d'abord la menace même existentielle sur ce pays-là vient de se faire là, du leadership inexistant. La deuxième raison pour laquelle ils ne peuvent pas faire un troisième front ici, c'est l'état des finances de ce pays-là. Il est complètement à plat. Complètement. Il est complètement desséché. Pour les raisons que j'ai évoquées ici. Il faut faire face, il faut trouver les moyens pour financer la guerre au nord-ouest et au sud-ouest à travers les primes. C'est-à-dire que les primes qu'ils donnent à chaque soldat de 90 000 francs par jour, 90 000 francs par mois. Voilà les raisons essentielles qui m'amènent à dire que si on met 10 000 personnes dans les rues de Yaoundé-Douala aujourd'hui, ce régime-là s'écroule. Les policiers, les militaires qui vont sortir, qu'on va essayer d'envoyer même pour dire qu'aller faire face à ces manifestants, ils vont répondre à quel leadership? Et je dis le leadership, il est inexistant. Quelle est la dernière fois qu'un soldat a rendu honneur à Paul Biya? A vu Paul Biya pour dire que voilà son chef, voilà le chef, voilà son chef. Quelle est la dernière fois? Ça remonte à 2 ans. Donc, leadership inexistant, absence de moyens matériels et financiers font que 10 000 personnes dans les rues de Yaoundé ou bien de Douala aujourd'hui, c'est un nombre qui est suffisant pour faire tomber ce régime en 3 jours. Donc, voilà, c'était ça un peu, c'était ça mon message. On va continuer à réfléchir tous ensemble pour comprendre pourquoi est-ce que 100% des postes de major général, c'est-à-dire adjoint des chefs d'état-major des armées, sont occupés par les Bamileke. C'est une réflexion qui est ouverte. Celui qui a une clé de déchiffrage ou bien de compréhension à cette réalité-là, voilà, vous savez comment me contacter. Vous m'envoyez le message, vous m'appelez, vous m'écrivez. Je serai preneur parce que je n'y arrive pas. J'essaie toujours de comprendre. Sur ce, je vais vous laisser ici. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez accordée. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout
bon début de semaine. Merci à vous. Bonne journée.